Claude Chesson reçu par le président Reagan, il est l'invité de ce journal. Le dollar, nouveau record historique, il a été coté 5 francs 74 à Paris. Départ de la Transat en double demain, l'analyse des chances françaises. Tennis, Roland Garros, Borg, Lendl en finale dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, l'actualité ce soir a un petit air de week-end prolongé, de pont aussi. Nous allons consacrer le début de ce journal au sport et d'abord à la météo. Tout de suite, les prévisions de Laurent Bourmel. Bien Patrick, un week-end relativement beau, un passage de nuages, c'est vrai de gros nuages demain dans la journée d'ouest en est, mais somme toute une prédominance du soleil avec un temps, comme on dit, variable. Les températures relevées aujourd'hui à 14 h par la météo nationale étaient agréables pour la saison, de 18 degrés dans le nord à 25-26 degrés dans le sud. Tout de même une température beaucoup plus faible dans l'extrême nord-ouest du pays où il y avait un peu plus de nuages. La carte des prévisions tout de suite pour demain samedi. Vous voyez, ce sont ces nuages dont je vous parlais qui sont le matin du Bordelais jusqu'au nord et qui descendront dans la journée vers le sud-est pour atteindre assez vite la Charente, le centre, le Massif central, le nord-est du pays. Puis un peu plus tard, les Alpes, le Jura. Vous voyez, elles prendront les pluies, un caractère orageux. Quelques petites pluies faibles, rien de bien dramatique. Plus dans le sud-ouest, un peu de brume et puis ensuite du soleil, comme les jours derniers. Dans le quart nord-ouest du pays, eh bien là, après le passage des gros nuages, retour d'un temps variable avec de belles éclaircies, des passages nuageux tout de même, et quelques risques d'averses, principalement du nord de la Loire au nord-est du pays. Pour dimanche, eh bien ces nuages continueront de traverser le pays dans l'ouest, dans l'est du pays, et sur l'ensemble du pays, c'est un temps variable qui s'instaurera avec encore quelques risques d'averses, mais tout de même de belles éclaircies. Les températures maintenant prévues pour demain, eh bien, vous voyez, de 11 degrés, 12 degrés le matin jusqu'à 18 à 25 degrés dans l'après-midi. Donc pas de grands changements par rapport à ce qu'on a observé aujourd'hui. Enfin, l'agenda, ce sera demain la Saint-Norbert. Et en ce qui concerne la Transat qui partira à Plymouth, je peux vous signaler qu'un bon temps pour les marins, puisqu'il y aura sans doute peut-être quelques averses et beaucoup de nuages dans le ciel, mais tout de même des éclaircies. Et ce qui est important, un vent de sud-ouest qui sera assez fort. Eh oui, Laurent, c'est en effet un petit peu d'air marin qui va maintenant entrer dans nos studios avec donc le départ de la Transat en double qui va traverser l'Atlantique et va relier Plymouth, Grande-Bretagne, à Newport, États-Unis. 110 bateaux demain donc sur la ligne de départ, 48 équipages français, 29 anglais, 5 américains. Nous vous présenterons bien sûr les uns et les autres, du moins ceux qui ont leur chance. Mais chauvin comme il est, Jean Mamère a choisi de commencer par les 5 meilleurs français. À quelques heures du départ, le bassin de Milbédoc a retrouvé son visage des grands jours. L'élite de la marine à voile est rassemblée là depuis une semaine. Même si Jean Lacombe et son Indien donnent encore un air humain à cette épreuve, la tension ne cesse de monter. Le parcours Plymouth-Newport va à nouveau servir de stade à ces coureurs de grand large. Ils sont nombreux à prétendre à la victoire. Marc Pajot, vainqueur de la Bol Dakar, sera sur l'un des 4 catamarans engagés, sans nul doute le grand favori. Michel Malinowski, le traditionnaliste, espère bien, avec ce qui va être le plus grand monocoque de la course, mais que personne n'a vu courir, bousculer la hiérarchie des multicoques. Tout le monde par contre connaît les performances du trimaran d'Éric Loiseau. Sa 2e place obtenue au trophée des solitaires de Saint-Malo en est la preuve. Arrivent ensuite les géants, à commencer par le trimaran de Philippe Fac. Muni d'hydrofoil variable, ce bateau est devenu redoutable par tous les temps. Et puis le plus grand, 25 mètres d'Olivier de Kersauzon, un bateau sans trou, au dire même de son skipper. Pour lui, peu importe le temps, il est prêt. Enfin, le plus célèbre, Éric Tabarly, il innove lui aussi en faisant équipe avec son frère Patrick. Malheureux dans les dernières épreuves auxquelles il a participé avec ce bateau, il veut se racheter. Et là, il a tout prévu. Il est amélioré, hein, mais les autres aussi s'améliorent. Alors... Mais on a fait quand même pas mal de transformations, on a gagné sûrement au point de vue vitesse, mais on n'a pas pu tellement se comparer par rapport à d'autres bateaux. Mais même si 2 Tabarly valent mieux qu'un, les 2 Bretons seront eux aussi, comme tous les concurrents, dépendants de la météo. Elle est indécise et leur route aussi. Si on a que du vent debout, ça peut peut-être dépasser les 20 jours. Si on a des allures portantes, ce qui m'étonnerait, et des bonnes conditions, ça peut être moins. Pour vous, quel serait l'idéal? Les bonnes conditions? D'arriver avant les autres, c'est tout. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Plutôt de la brise. Plutôt de la brise à n'importe quelle allure.
Deuxième événement du week-end sportif, la finale des internationaux de France à Roland-Garros. Elle opposera dimanche, Borg, qui s'est défait de Petchy en 3-7 assez disputé, à Lendl, vainqueur de Claire, au terme d'un match marathon qui vient de s'achever il y a une demi-heure à peine. Olivier Rey. Borg s'est donc qualifié cet après-midi pour la 6e fois de sa carrière pour la finale des internationaux de France. Le Suédois a ainsi pris sa revanche sur le Paraguayen Victor Petchy, qui l'avait battu récemment au tournoi de Monte-Carlo. Cet après-midi à Roland-Garros, il n'a fallu que 3-7 aux Suédois pour éliminer Petchy 6-4, 6-4, 7-5. Pourtant, Petchy s'est bien défendu, mais Borg a repoussé avec bonheur, grâce à son jeu de fond de cours, les assauts souvent spectaculaires du Paraguayen. Depuis 2 ans, à Roland-Garros, Borg n'a pas perdu un set. C'est dire s'il est capable de remporter dimanche son 6e titre. Dans cette finale, il affrontera le jeune tchécoslovaque Ivan Lendl, ici au service. Lendl a en effet battu l'Argentin Claire après un match acharné de plus de 3 heures. Après avoir eu pourtant plusieurs balles de match dans le 4e set, un set gagné finalement au tie-break par Lendl, Claire a craqué dans le 5e set. Lendl a gagné donc à l'usure, remportant le match 3-6, 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Pour en finir avec le sport, vous avez encore la Coupe de France de football avec Saint-Étienne, Strasbourg et Bastia-Lens, les matchs allés ce soir, tout de suite après le journal. Et puis vous avez aussi le départ d'une autre transatlantique, mais par la voie aérienne cette fois. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était l'ouverture du salon aéronautique du Bourget. C'est le président Mitterrand qui l'inaugurait ce matin. Et à sa demande, toutes les armes d'offensive avaient été déplacées aux alentours des avions de chasse. Bombes et missiles n'ont été remis en place que cet après-midi pour être présentés à l'importante clientèle étrangère attendue dans les stands dans les prochains jours au salon. Le président Mitterrand a rencontré son frère, le général Mitterrand, et en compagnie du ministre de la Défense, Charles Hernu, ils ont donc observé les évolutions des avions ce matin au Bourget. Alors avant de parler avec François Cornet de ces armes, il y a ce chiffre qui à chaque fois fait froid dans le dos. Le monde dépense pour s'armer 1 million de dollars par minute, 550 milliards de dollars par an. 3 000 milliards de francs par an, 5 millions de francs par heure, c'est en effet ce que le monde dépense pour ses équipements militaires. Ce sont les chiffres publiés récemment dans un rapport de l'Institut international de Stockholm de recherche pour la paix, à une époque où l'ONU souhaitait faire de la décennie écoulée celle du désarmement. La France a consacré en 1980 115 milliards de francs à son armement, la RFA encore plus. En ce qui concerne le commerce d'armes, la France arrive, on s'en doute, bien après les 2 superpuissances qui se partagent dans le monde plus de 70% des exportations. Le tiers-monde et les pays en voie de développement qui ont connu plus d'une centaine de conflits armés depuis 1945 restent les meilleurs clients des vendeurs d'armes. Leurs importations ont doublé en 10 ans. Le Moyen-Orient vient en tête avec la moitié des importations. Les pays arabes achètent les armes les plus sophistiquées. Le commerce des armes est en fait parfaitement incontrôlé et l'on estime que les dépenses militaires dans les années à venir suivront ou dépasseront même le rythme de croissance du produit national brut mondial. Les développements qualitatifs dans les secteurs des armes nucléaires tactiques et stratégiques présentent un danger toujours croissant de guerre nucléaire. Pendant ce temps, les essais nucléaires, eux, continuent de plus belle. En ce qui concerne le commerce des armes conventionnelles, chars, avions, hélicoptères, navires, la France a pris aujourd'hui le 3e rang dans la vente de ces armes. Deuxième journée de la visite de Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures aux États-Unis. Il a rencontré tout à l'heure le général Haig et il va maintenant rencontrer le président Reagan et son vice-président George Bush. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous dans ce journal. Est-ce que je schématise un peu trop en disant que vous êtes surtout employé à essayer de rassurer les Américains qui n'avaient pas trop l'habitude de la gauche au pouvoir en France? Oui, je voulais écarter un certain nombre de malentendus. Mais je dois dire que dès mes premiers entretiens, j'étais très heureux d'aller loin au-delà de cela. C'est-à-dire de pouvoir immédiatement aborder quelques sujets de fond
qui nous tiennent à cœur et où la coopération avec les Américains est importante. Et on ne vous a pas parlé d'emblée des ministres communistes éventuels au gouvernement? Non, on en parle bien moins ici qu'en France. Monsieur le ministre, on lit ici et là que les Américains se préparent à prendre une certaine relève de la France en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, bon écoutez, s'ils veulent prendre notre relève dans les pays les plus pauvres, nous serons enchantés de voir leur dollar là-bas, et surtout au taux actuel du dollar. Et j'imagine que les amis de la Haute-Volta, du Niger, seraient également enchantés. Monsieur le ministre, il y a aussi un volet économique dans votre voyage. Vous avez rencontré ce matin le secrétaire au Trésor. On sait que les taux d'intérêt américains sont très élevés. Cela entrave l'économie européenne. Alors, avez-vous obtenu des assurances, et plus importantes que le chancelier Schmitt quand il est venu la dernière fois? Bon, je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas venu ici pour arracher une décision. Je suis venu ici, comme l'a dit votre collègue, pour rassurer ceux qui avaient besoin de l'aide, pour écarter un certain nombre de malentendus, souvent dû au fait que le mot socialisme est intraduisible en américain, tout au moins le socialisme tel que nous le comprenons. Nous avons abordé quelques sujets de fond, et parmi les sujets de fond, naturellement, la politique économique et monétaire des États-Unis. Et il est évident que les hauts taux d'intérêt, le taux fantastique du dollar à l'heure actuelle, ont des conséquences sur nos économies, peuvent même avoir des conséquences sur nos sociétés. Alors c'est un élément que les Américains doivent prendre en compte quand ils définissent leur propre politique monétaire. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à dire à vos interlocuteurs que François Mitterrand et son gouvernement seraient plus atlantistes que celui de Valéry Giscard d'Estaing? Je leur ai dit que, entre eux et nous, il y avait des valeurs fondamentales que nous défendrions ensemble. Ce qui fait que nous sommes des partenaires absolument sûrs de l'Alliance Atlantique, qui a été faite précisément pour assurer notre sécurité dans la défense de ces valeurs. Et vous avez trouvé un terrain d'accord pour le Salvador, où visiblement vos positions ne sont pas du tout apparemment convergentes? Il y a vraiment un phénomène extraordinaire qui est de faire du Salvador le centre du monde, le centre du tiers-monde, l'élément test des relations entre le Nord et le Sud. Voilà un pays où il y a une guerre civile, où il y a des hommes qui souffrent. Il est notre devoir d'aider ces hommes qui souffrent, de part et d'autre, et de tout faire pour que, entre eux, habitants du Salvador, eh bien, ils trouvent le régime politique qui leur convient, un régime qui respecte la liberté des uns et des autres. Voilà notre orientation. De là à penser que nous sommes les porte-paroles de je ne sais quelle puissance internationaliste ou de quel service secret que l'on puisse imaginer, il y a un gouffre. Merci. Nous le disions, en effet, le dollar a poursuivi son offensive, son escalade aujourd'hui, un taux record de 5 francs 74. Alors, jusqu'où peut-il aller, Philippe Assier? Actuellement, le dollar est littéralement roi, il bat des records historiques et il monte contre toutes les monnaies européennes. Il n'y a pas que le franc qui est attaqué depuis 2 jours. La livre anglaise est à son tour très vivement attaquée. Alors, jusqu'où cela peut-il aller? Eh bien, c'est un petit peu la boule de cristal, mais certains banquiers estiment que l'on pourrait voir un dollar à 6 francs. Alors, pourquoi cette hausse qui semble irrésistible? Écoutez, pour simplifier, 3 grandes raisons. La première, l'Amérique était au début des années 70 dans un état de faiblesse. Actuellement, au début des années 80, elle se redresse, elle investit, elle a de l'avance technologique, donc elle inspire confiance aux capitaux étrangers. Deuxièmement, l'Europe, en revanche, connaît un certain nombre de problèmes. Elle a besoin de dollars. Les besoins européens en dollars par mois. Regardez, le déficit pétrolier, 4 milliards de dollars. Le déficit commercial avec les États-Unis, 2 milliards de dollars. Le déficit avec le Japon, 1 milliard de dollars au total. Chaque mois, 7 milliards de dollars qui quittent les poches de l'Europe. Enfin, troisièmement, il y a les taux d'intérêt. Il y a dans le monde des centaines de milliards de dollars qui sont à la recherche d'un bon placement et qui vont s'investir aux États-Unis. Notamment les capitaux arabes actuellement se détournent des autres monnaies, se détournent de l'or, des métaux précieux, des matières premières et vont se réfugier aux États-Unis. Cela explique à la fois la faiblesse des monnaies européennes et la force du dollar. Alors on a envie de savoir quelle est l'incidence sur nous, sur les Français, donc de cette hausse des taux d'intérêt. Un petit peu partout et pas simplement en France, les taux d'intérêt deviennent et les conditions de crédit deviennent de plus en plus pénibles. Alors, ce n'est pas simplement un phénomène français, malgré ce que l'on entend dire actuellement, nous sommes en campagne électorale. Enfin, quoi qu'il en soit, le crédit pour l'achat d'un poste de télévision ou d'un autre appareil atteint 28%. Le leasing auto monte jusqu'à 31%. Le taux dans l'immobilier bat des records historiques. Ces taux, ils vont jusqu'à 20%. À Paris, les transactions immobilières, selon certaines informations, auraient baissé de 30 à 40% en 3 mois. Ailleurs dans l'immobilier, les demandes de prêts diminuent, mais de façon un petit peu moins brutale. Enfin, pour les entreprises, investir, eh bien, cela devient de plus en plus difficile. Et ça peut durer longtemps? En principe, non.
parce que ça pourrait bloquer à la fois toute la machine économique et puis surtout les demandes de crédit, et ça ne peut pas durer très longtemps. Mais comme on ne prévoit pas dans l'immédiat une baisse des taux américains, eh bien on pense que le gouvernement sera obligé de prendre certaines mesures pour aider les entreprises à investir. Quoi qu'il en soit, à cause de cette politique américaine, eh bien on peut prévoir un été assez chaud pour toutes les monnaies européennes. Voilà, et puis ce dernier télégramme en provenance de l'étranger, la libération des 4 dirigeants de la Confédération de la Pologne indépendante. Leur procès s'ouvrira le 15 juin. Le journal soviétique Les Izvestia juge sévèrement cette libération. La politique française, maintenant, avec ces nouveaux sondages du Figaro et du Point, dans les deux cas, un tassement des intentions de vote pour la gauche, 52,5% pour le Figaro, 45,5% pour la majorité sortante. Le Point donne aussi 52,5% à la gauche, mais l'UDF regagne 3 points par rapport au dernier sondage et le RPR 1 point. Les écologistes, eux, perdent 3 points en 15 jours. Par ailleurs, dans le baromètre du Figaro Magazine, eh bien, près de 3/4 des Français font confiance à François Mitterrand pour résoudre les problèmes qui se posent actuellement en France. François Mitterrand qui s'est rendu aujourd'hui à Latché, dans sa maison de campagne. Dimanche, il ira à Cluny, pèlerinage annuel. Pierre Mauroy, lui, était dans le sud-ouest pendant ce temps, à Périgueux. Il s'est recueilli à Bourg-sur-Gironde, sur la tombe de Léo Lagrange, et il sera ce soir à Bordeaux. Jacques Chirac, lui, est à Lille, précisément dans la ville du Premier ministre. Il se déplace beaucoup pendant la préparation de ces législatives. Hier, il était dans l'Ouest. Jean-Louis Le Senne l'a rencontré et lui a tout d'abord demandé ce qu'il pensait des dernières décisions du gouvernement en matière sociale. Vous allez le voir, il ne s'agit pas dans ce domaine d'un jugement tout à fait négatif. Voici donc les réponses du maire de Paris à Jean-Louis Le Senne. Je n'ai jamais dit que ces mesures sociales conduisaient à la faillite ou à la catastrophe. Jamais. Je l'ai si peu dit que ces mesures, je les avais moi-même préconisées dans mon programme présidentiel au titre d'un renforcement de la solidarité nécessaire dans notre pays. Et j'ajoute que pour la plupart d'entre elles, s'agissant de l'allocation pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour le logement, mais aussi les mesures familiales, en tant que maire de Paris, et d'ailleurs le seul maire en France, je les avais déjà prises et nettement au-delà de ce qui a été fait par le gouvernement. Donc je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que cette politique de solidarité indispensable et nécessaire doit s'inscrire dans une politique économique, et que ce n'est pas le cas. Car parallèlement, la rupture de confiance qu'a provoquée l'arrivée des socialistes au pouvoir en France s'est traduite, pour essayer d'empêcher l'effondrement du franc, par une augmentation massive des taux d'intérêt, par le rétablissement du contrôle d'échange, par tout un ensemble de décisions et de mesures qui vont dans le sens de la diminution de la production, donc de la diminution de la richesse nationale, et par conséquent, ces mesures risquent fort de se traduire pour les intéressés par des avantages illusoires, dans la mesure où augmenter de 10% le salaire minimum interprofessionnel, alors que l'on peut prévoir 20% d'augmentation des prix en raison de la méfiance qui s'exerce à l'égard de ce gouvernement, c'est, je le répète, une politique de dupe. Au cours de vos meetings, vous criez au marxisme. Or, en fait, l'accord PCPS qui a été conclu hier, lui aussi, est modéré, modeste même. Modéré, non. Modeste, oui, et volontairement modeste. Car une fois de plus, on cherche à nous tromper. On cherche à maintenir le flou et l'ambiguïté. Que le Parti communiste et le Parti socialiste passent ensemble un accord de désistement électoral, c'est très bien. Mais que l'on ne nous dise pas clairement si oui ou non il y aura des ministres communistes demain au gouvernement, qu'on ne le précise pas avant les élections, alors je dis que c'est profondément malhonnête, car il est très différent pour la France d'avoir demain un gouvernement avec ou sans les communistes. Car s'ils devaient être présents au gouvernement, la France serait le seul pays dans le monde libre dans cette situation, et cela ne manquerait pas d'avoir des conséquences graves. Mais maintenant, avant la peur du communiste en 1981, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde un peu? Non, les communistes restent très particuliers compte tenu de leurs convictions, du caractère révolutionnaire de leur programme et de leurs attaches avec l'Union soviétique. Et par conséquent, pour la France, avoir des communistes au gouvernement, c'est une situation nouvelle et c'est une situation grave de conséquences. Or, on ne nous dit pas
si c'est ou non ce qui interviendra demain. Je considère que cela consiste à nous tromper. Le PSU, quant à lui, s'est félicité des premières mesures sociales du gouvernement et de l'annonce de l'arrêt de la construction de la centrale nucléaire de Plogoff. Depuis ces décisions, qui datent de mercredi, plus 10% pour le SMIC, je vous le rappelle, de nombreux salariés aimeraient bien savoir si eux aussi vont être augmentés et de combien. Il s'agit essentiellement de ceux qui sont un petit peu au-dessus du SMIC. Les chefs d'entreprise, eux, se demandent combien ça va leur coûter. Alors, nous avons essayé de consulter l'INSEE, qui se trouve dans l'incapacité de nous donner des chiffres précis, mais qui nous a donné quand même des hypothèses. Avant d'examiner les hypothèses retenues par l'INSEE, une première remarque. Les calculs ont été faits sur la base de l'ancien SMIC à 2700 francs, c'est-à-dire pour un salarié travaillant 40,6 heures par semaine. Alors, première hypothèse, l'augmentation de 10% est répercutée de manière dégressive jusqu'à 4000 francs par mois. Cela signifie que celui qui gagne 2700 francs touchera 270 francs, celui qui gagne 4000 francs touchera 0 francs, et celui qui perçoit un salaire intermédiaire de 3350 francs touchera la moitié de 270, c'est-à-dire 135 francs. Cette répercussion concernerait un salarié sur 3 et coûterait aux entreprises 9 milliards de francs. Cela, compte tenu de l'allègement des charges sociales décidé par le gouvernement et évalué à environ 5 milliards de francs. Deuxième hypothèse, on répercute jusqu'à 5400 francs, toujours de façon dégressive. Voici ce que ça donne. Presque 2 salariés sur 3 sont concernés et cela coûterait 17 milliards et demi aux entreprises, toujours compte tenu de l'allègement exceptionnel des cotisations sociales. Troisième hypothèse, on répercute jusqu'à 8000 francs. Voici le résultat concret. Plus de 4 salariés sur 5 sont concernés et cela devrait coûter aux entreprises 30 milliards. Cela dit, vous vous souvenez que le CNPF avait lui chiffré à 60 milliards le coût des effets de la hausse du SMIC. L'INSEE parvient aussi à ce chiffre, mais dans une hypothèse bien particulière, celle où l'on augmenterait tous les salaires de 270 francs. Vous l'avez vu dans les autres cas, quand la répercussion est dégressive, comme l'a d'ailleurs souhaité vivement le gouvernement, les évaluations de l'INSEE sont nettement inférieures aux 60 milliards annoncés par le CNPF. Encore un attentat la nuit dernière contre un édifice arménien, c'est le 3e en moins de 10 jours. Il s'agit de l'église arménienne d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. L'attentat est revendiqué par une armée révolutionnaire turque islamique. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, a exprimé son inquiétude. La mort de Christian Chavanon, 68 ans, ancien vice-président du Conseil d'État, il fut aussi directeur général de la RTF et PDG de l'agence Havas. Hier, au Nouveau-Dro, une vente aux enchères de montres de collection a atteint un produit total de 5 millions de fois. C'est de 5 millions de francs. C'est la première fois qu'une vente de cette importance avait lieu en France. Généralement, ces ventes ont lieu en Angleterre, en Allemagne ou en Suisse. Et hier, des collectionneurs du monde entier sont venus. La plus belle pièce, ou du moins la plus chère, atteint 40 millions de centimes. Vous ne la verrez pas, son acquéreur, un collectionneur suisse, ne veut plus la montrer. Mais celles que nous avons pu voir sont réellement de toute beauté. Des montres comme celle-ci, on en a vendu hier plus de 200 en l'espace de quelques heures. Leur prix s'échelonnait de quelques milliers de francs pour les plus communes à 400 000 francs pour la plus prestigieuse. Cette vente a produit 1 demi-milliard de centimes, 5 millions de francs. C'est que tout d'abord, elle regroupait plusieurs collections. C'est-à-dire que ce n'est pas le patrimoine d'une seule personne. Nous avons, dans cette vente, nous avions une collection qui était une collection de montres populaires qui ne représentait pas une très grosse somme, qui correspondait à peu près au tiers de la vente en nombre de montres, et puis le reste, c'était des montres très chères, mais qui venaient de différentes familles, à la fois françaises et étrangères. Parmi ces montres, une bonne partie provient de la célèbre collection Charles Robleau, ce fondateur d'une entreprise de pompes funèbres à la fin du 19e siècle. Tous les cadrans de ces montres ont été minutieusement reproduits à la plume et rehaussés à la gouache. Pour un des acheteurs que nous avons rencontré, l'acquisition de 8 montres lui a coûté environ 500 000 francs. C'est des sommes qui ne valent rien dire, c'est une question de... Moi je l'ai acheté avec mes tripes parce qu'elle me plaisait, donc j'estime que c'est pas très cher. Une montre achetée 56 000 francs par exemple sera revendue environ 75 000 francs. Quant à l'État, sur le produit total de la vente d'hier, ce sont près de 500 000 francs qui rentreront dans ses caisses. Oui, si on ne peut plus parler de centimes, donc la montre la plus chère valait 400 000 francs.
Le ministre de la Communication, Georges Filiou, a demandé au garde des Sceaux la suspension des poursuites contre les radios libres. Et précisément, son collègue, donc le garde des Sceaux, Maurice Faure, a décidé la mise en liberté de 31 détenus sur instruction donc du garde des Sceaux. Le procureur général de la Cour de sûreté de l'État a pris des réquisitions qui tendent à la mise en liberté de 44 détenus relevant de cette cour, et dans ceci, il faut considérer qu'il y a 11 Corses, 6 membres du groupe Action Directe, 5 Guyanais, 5 Basques, 4 Guadeloupéens et une personne impliquée dans une affaire d'intelligence avec un agent d'une puissance étrangère. Je vous rappelle que François Mitterrand a rappelé mercredi qu'il était pour la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Un dernier journal qui vient de paraître pour les handicapés, qui s'appelle Bancalement Vôtre. Et notre tout dernier journal à nous sera présenté par Gérard Rolls aux alentours de 23 h. Je vous rappelle très brièvement les prévisions de Laurent Broumède pour la météo de demain. Malgré un passage de gros nuages, nous a-t-il dit, accompagné de quelques pluies, eh bien, le temps de ce week-end devrait être plutôt agréable, avec une prédominance du soleil sur les nuages. Passez un excellent week-end, une très très bonne fin de semaine pour parler français, et nous nous retrouverons mardi soir. Bonsoir.